Bon, écoutez, bonjour à tous les internautes là, et vous êtes très nombreux à vous être inscrits cet après-midi à un de nos webinaires du Centre d'excellence, donc autisme et troubles du neurodéveloppement de Montpellier. Donc, on vous remercie. On voulait démarrer, le printemps arrive bientôt, donc c'était une façon d'annoncer le printemps avec vous par les bébés, par la question des bébés, de leur développement et puis des questions qui se posent autour de leur développement quand celui-ci est parfois délicat, un petit peu complexe, un petit peu compliqué. Donc, on a souhaité inviter aujourd'hui des acteurs, alors bien sûr, on n'est pas dans l'exhaustivité, des acteurs autour du développement très précoce. Et donc, on a le plaisir de recevoir le docteur Souksi, qui est pédiatre et qui interviendra la première, notamment pour nous parler d'un réseau, un réseau régional en Occitanie qui s'appelle Réseau Périnatalité et en Occitanie, pardon, RPO. Nous aurons le docteur Grossman, Fanny Grossman, qui est pédopsychiatre et qui reçoit de plus en plus de demandes autour d'enfants avec des particularités développementales dès les premiers mois, alors pas dès les premiers jours, mais assez rapidement. Nous aurons le docteur Caroline Rouquette, qui est pédiatre, qui a une activité libérale et qui, par définition, reçoit évidemment beaucoup de bébés, beaucoup de parents avec ces bébés, et elle nous dira un petit peu voilà, quelles sont les demandes et comment elle peut travailler avec les familles autour de ces inquiétudes. Et puis, nous avons Madame Pinto, qui est maman, qui est aussi active dans l'association X Fragile France et qui viendra témoigner un petit peu des informations, des témoignages qu'elle reçoit maintenant depuis pas mal de temps, j'ose pas dire depuis pas mal d'années, autour de maman aussi, ou de papa d'ailleurs, de famille, qui s'inquiètent du développement de leur bébé. Donc, nous ferons comme ça 4 présentations, environ d'une quinzaine de minutes, pendant lesquelles vous pourrez poser vos questions via le chat. Et nous avons nos collègues Aline Tournier, que vous avez déjà eu par mail très certainement, et Colette Bois, notre documentaliste au Centre de ressources autisme, qui prendront vos questions, en feront une synthèse, et je me ferai votre interlocuteur pour rediriger ces questions vers nos 4 invités de cet après-midi, une fois les présentations faites. Voilà, donc je vous propose, sans plus attendre, de commencer, de donner la parole au docteur Souksi, qu'on remercie d'avoir accepté l'invitation. Elle est membre de notre comité éducationnel, puisque ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le Centre d'excellence à Montpellier a plusieurs comités, un comité scientifique et un comité éducationnel. Et c'est dans le cadre du comité éducationnel dont Mme Souksi est membre que nous animons cet après-midi de 14h à 15h30 autour du thème des bébés avec des particularités développementales et de leur accompagnement. Voilà. Donc, Madame Souksi, est-ce que vous êtes prête? Pensez à ouvrir votre micro, prendre la parole, et puis nous vous remercions. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité à parler donc, du réseau périnatal Occitanie. Et donc, je vais commencer la présentation. Je suis pédiatre, effectivement, coordinatrice du réseau périnatal Occitanie avec Odile Plan qui travaille au CHU de Montpellier, Alima Abakarim au CHU à Toulouse et Christophe Savanier au CAMS de Toulouse. Et voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le réseau et donc ce que nous faisons donc, dans ce réseau. Je vais ouvrir la présentation. Voilà. Donc,
Déjà, donc déjà, le réseau périnatal Occitanie, c'est un réseau tout neuf, hein, puisqu'il a été donc il est né en janvier 2019, mais c'est la fusion de 3 ex-réseaux qui sont beaucoup plus anciens. Donc, le réseau Grandir, Naître et Grandir, d'ailleurs, en Languedoc-Roussillon, qui est donc côté Grandir, qui a apparu dès 2010, et le réseau donc Matermip et Ptimip, donc suivi des enfants vulnérables, qui est apparu lui en 2006. La mission donc du réseau périnatal, c'est d'accompagner les acteurs de la périnatalité afin d'accompagner les enfants vulnérables sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc, mettre en œuvre les politiques de santé périnatale, favoriser la qualité, la continuité, la sécurité des soins chez la femme enceinte, le nouveau-né et l'enfant vulnérable, contribuer à la réduction des inégalités de santé et d'accès aux soins, assurer la coordination entre les différents professionnels de la périnatalité et accompagner les acteurs de l'offre de soins en périnatalité par de la formation, des revues de cas cliniques ou autres. Donc, quel est donc l'axe prioritaire pour l'instant du PRS, donc du plan régional de santé, donc, qui nous a été donc, fourni par l'ARS? Donc, c'est surtout le parcours santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes, et donc diminuer les risques liés à la grossesse, accompagner les vulnérabilités parentales et favoriser le bon développement de l'enfant. Donc, à travers ceci, donc, il y a eu plusieurs projets structurants qui ont été élaborés. Donc, en amont, donc, l'entretien prénatal précoce et accompagner la femme enceinte en situation de vulnérabilité. Et en aval, accompagner la prise en charge pluriprofessionnelle et coordonnée de ces nouveau-nés vulnérables. Donc, c'est le projet COCON. En fait, c'est un projet qui vise à prendre en charge les actes non nomenclaturés afin d'assurer une prise en charge précoce de ces enfants, donc, qui ont des vulnérabilités particulières. Donc, et donc, à travers, donc ça c'est le projet principal. Et un deuxième projet, donc c'est la formation donc des différentes équipes de maternité et de néonatologie aux soins de développement, puisqu'on sait que la base c'est les soins de développement, c'est des soins individualisés à l'enfant qui vont permettre de diminuer le risque de handicap secondairement. Donc, le réseau d'aval, donc suivi des nouveau-nés vulnérables. Donc, l'objectif, c'est optimiser le développement des enfants à risque de troubles du neurodéveloppement en organisant le suivi postnatal de façon cohérente, en favorisant l'accès aux soins et notamment à la prise en charge précoce, donc de toutes les incapacités et limitations motrices, des déficits sensoriels et du retard de développement. Les moyens qu'on peut se donner pour pouvoir assurer donc ces objectifs, c'est améliorer l'enfant et sa famille, prévenir et ou dépister tôt les troubles du neurodéveloppement afin de les d'orienter les nouveau-nés, donc enfin les enfants surtout, vers les professionnels spécifiquement formés, coordonner les différents acteurs pour proposer un suivi cohérent, élaborer des outils de suivi, cahiers, annuaires de professionnels, plaquettes et fiches d'information. Je vous montrerai donc un exemplaire. Organiser la formation pour favoriser le partage du savoir-faire des professionnels et évaluer et rendre compte des comptes justement à l'ARS qui finance le réseau. Donc, comment s'organise ce suivi? Alors, ce suivi, il est basé sur l'inclusion des nouveau-nés vulnérables. Donc, les nouveau-nés vulnérables, en fait, ce sont tous les nouveau-nés à risque de troubles du neurodéveloppement, selon des critères donc, qui ont été donc, établis par le réseau. Donc, on a établi 2 niveaux de. Ça nécessite également l'adhésion des familles et des professionnels par une charte signée. Les familles ont ensuite le choix de choisir donc leur médecin référent. On va voir ce que c'est qu'un médecin référent. Et donc, ce suivi est organisé donc, avec un cahier de suivi donc, qui permet donc de regrouper différents items indicateurs donc, du développement de l'enfant et un calendrier de suivi qui est remis à la famille donc, au moment de l'inclusion. On prévoit également de
donner une information au médecin traitant, donc en envoyant un courrier d'information pour également donc, collaborer avec le médecin traitant de l'enfant et également de réaliser la coordination des professionnels, notamment via les formations. Donc, quels sont les critères d'inclusion dans ce réseau? Donc, il y a deux types d'enfants, donc selon le degré de risque de troubles du neurodéveloppement. Donc, en fait, je vous ai mis en rouge, en fait, les critères que l'on retrouve, les critères HAS, que l'on retrouve dans les fiches d'alerte qui ont été publiées donc, par la Haute Autorité de Santé en février 2020. Donc, et donc, tous ces enfants, donc tous ceux qui sont en rouge, ce sont les enfants également à haut risque de troubles du neurodéveloppement selon les critères HAS. Et en orange, je vous ai mis ceux qui sont considérés comme à risque modéré de troubles du neurodéveloppement selon les critères HAS. Donc, nous, dans le réseau, en tout cas, on a choisi en groupe 1, donc à risque de haut risque de troubles du neurodéveloppement, les enfants prématurés de moins de 32 semaines ou moins d'aménorrhée, les enfants nés avec un poids de naissance de 1,5 kg ou moins, les pathologies néonatales sévères, on va les voir après, les cardiopathies congénitales sévères opérées dans la première année, et les enfants exposés à l'alcool avec signes cliniques, donc soit un retard de croissance initial, soit une microcéphalie, soit des signes évocateurs de syndrome d'alcoolisation fœtale. Dans le groupe 2, c'est les groupes d'enfants donc à risque plus modéré de troubles du neurodéveloppement. Ce sont les enfants prématurés entre 33 et 35 semaines d'aménorrhée, les enfants dont le poids de naissance est compris entre 1,5 kg et 2 kg, les enfants qui ont une microcéphalie, quel que soit le terme, les pathologies néonatales modérées qu'on va voir secondairement, les enfants prématurés, donc les macroprémas, entre 35 et 37 semaines d'aménorrhée, mais qui ont une vulnérabilité environnementale associée, et les enfants exposés à l'alcool sans signe clinique cette fois-ci, mais avec un certain degré d'exposition à l'alcool qui est considéré comme sévère. On inclut également les enfants exposés à 3 substances toxiques, quel que soit le terme. Ça, ce sont des critères nouveaux qui ont émergé de la fusion des réseaux, et les enfants qui sont considérés comme en danger, donc les maltraitances, les enfants qui sont hospitalisés pour polytraumatisés et dont on retrouve donc des contextes de maltraitance, ou les enfants donc, qui arrivent aussi hospitalisés dans un degré de déshydratation, ou en tout cas une mauvaise prise en charge par les parents. Donc, les pathologies néonatales sévères, donc on va passer rapidement, hein, donc ce sont donc les états de choc, les enfants qui ont une hypoxémie réfractaire, les entérocolites, donc les enfants qui ont été prématurés, qui ont eu des problèmes digestifs associés, qui ont été sévères, toutes les pathologies malformatives que l'on retrouve également comme facteurs de risque dans les critères HAS, les insuffisances rénales aiguës organiques et tout ce qui est pathologie cérébrale, et notamment les encéphalopathies anoxo-ischémiques, les méningites et les malformations cérébrales. Les pathologies néonatales modérées, ce sont les infections à CMV qui, elles, sont considérées comme à haut risque dans les critères HAS, les encéphalopathies anoxo-ischémiques de grade 1 et tout ce qui est prématurité, donc je vous en ai parlé, donc moins sévère, donc entre 35 et 37 semaines, avec un risque psychosocial, ou soit donc une prise de suicide, soit une violence conjugale ou intrafamiliale associée, soit des antécédents de maltraitance ou de négligence grave dans la famille, mais également s'il y a 3 critères de vulnérabilité environnementale en plus de la prématurité, donc qui ont été établis selon des critères. Vous les aurez, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'un médecin référent? Alors, un médecin référent, ça peut être un médecin soit pédiatre libéral, hospitalier, le pédiatre ou le médecin du CAMS, le médecin généraliste ou bien le médecin de PMI.
donc qui a suivi une formation spécifique par le réseau périnatal Occitanie ou par un autre réseau ou une autre formation, hein, et qui a signé la charte, comme quoi il s'engageait à suivre ses enfants. Il voit l'enfant et sa famille en consultation selon le calendrier que l'on va voir juste après. Il oriente vers les différents acteurs, organise les examens complémentaires et donc coordonne la prise en charge de l'enfant. Il complète donc le cahier de suivi, donc c'est un outil d'aide au suivi, et transmet les informations au réseau. Donc, l'enfant est observé dans 5 domaines différents, donc la croissance, pathologie digestive, respiratoire et neurologique, tout ce qui est examen neuromoteur, sensoriel et psychomoteur, tout le domaine comportemental, socialisation, interaction, sommeil, alimentation, le domaine du langage, de la communication et également le domaine socio-familial. Certains outils donc, sont proposés au sein du réseau afin d'affiner le dépistage des troubles neurodéveloppementaux de ces enfants, notamment l'observation des mouvements généraux et des questionnaires parentaux, ainsi qu'une échelle d'évaluation de la détresse du bébé, l'alarme détresse bébé, voilà, qui avait été établie par M. Guédonné, qui est pédopsychiatre à Paris. Alors, le réseau propose également des liens privilégiés avec les parents. Alors, c'est vrai que ça se faisait plus avant la fusion. Là, depuis, ça a été un peu plus compliqué, cette période de fusion, mais ces rencontres vont se réaliser de nouveau. Donc, on proposait donc des rencontres un peu informelles aux parents, alors soit avec sur des sujets un petit peu sur l'alimentation, le sommeil, les jeux de l'enfant. Donc, les parents venaient avec ou sans leurs enfants, mais plutôt avec les enfants. Ça permettait de se réunir autour d'un café et de discuter un petit peu avec les professionnels du réseau, donc le pédiatre coordinateur, et souvent on invitait également donc un professionnel de rééducation ou une psychologue qui était là également pour répondre aux questions des parents. L'inclusion, donc, je vous avez dit, se fait de préférence avant la sortie du néonatologie ou de la maternité, mais peut se faire également à tout moment, donc après la sortie, et notamment si un enfant a échappé, entre guillemets, on n'a pas proposé aux parents de le faire suivre par le réseau. Il peut être inclus secondairement tout au long de la période de la petite enfance. Ce qui est nouveau, puisque avant, on incluait les enfants uniquement avant 1 an. Là, maintenant, on les inclut quel que soit l'âge de la petite enfance. Les réunions d'échange des parents, j'en ai parlé, et donc il y a un accueil également téléphonique au réseau qui permet effectivement aux parents d'appeler ou aux professionnels afin s'il y a des soucis particuliers ou s'il y a besoin effectivement d'avoir des adresses de rééducateurs, voilà. Et donc une liaison également est établie afin quasi systématiquement chez les enfants en tout cas qui sortent de néonatologie. Donc, en conclusion, le réseau périnatal Occitanie, ça permet donc le repérage et la prise en charge précoce des enfants, des troubles du neurodéveloppement, donc qui sont déterminants pour les conséquences des vulnérabilités sur le développement de ces enfants. Le rôle de chaque professionnel est primordial pour assurer le suivi et la prise en charge coordonnée de ces nouveau-nés, mais également pour un rattrapage, entre guillemets, éventuel de ces nouveau-nés qui ne sont pas inclus ou qui ont été perdus de vue au cours de leur suivi. Le RPO est également une ressource de formation pour les professionnels autour de l'enfant vulnérable. Et donc, vous pouvez également pouvoir consulter, si vous voulez, les formations proposées par le réseau Périnatal Occitanie sur le site qui est en cours d'élaboration actuellement. Donc, il n'est pas encore pour l'instant complètement à jour. Donc, il est né uniquement en janvier de cette année. Donc, il est en cours d'élaboration. Voilà. Donc là, je vous avais mis un petit exemple de plaquette qui est donnée aux parents. Donc, pourquoi le suivi, les objectifs, l'adhésion au réseau.
Et de l'autre côté, donc, comment s'organise le réseau avec le calendrier de suivi. C'est d'ailleurs la diapositive à sauter. Donc, je vais juste vous rappeler donc, le calendrier de suivi, puisque c'est la diapositive, je ne sais pas pourquoi elle a sauté. Donc, ce calendrier de suivi, c'est on voit les enfants, en fait, tous les 3 mois la première année. Le premier examen se fait au terme donc, de l'enfant, donc, soit donc, pour les enfants à terme donc, dans la première semaine, soit pour les enfants prématurés donc, au terme corrigé, donc au moment où donc, il aurait dû naître. Puis tous les 3 mois la première année, tous les 6 mois la deuxième année et tous les ans jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire qu'il faut au moins que l'enfant soit passé donc, à l'école, au cours préparatoire, voilà, j'y arriverai, afin de pouvoir évaluer en fait ses capacités donc, d'apprentissage. Vous avez donc sur cette plaquette les coordonnées du réseau. D'accord. Donc, voilà. Et donc là, c'était juste un exemple de charte. Oui. Très bien. Merci, Madame Soucy, voilà. pour cette présentation. De toute façon, les documents ou les contacts directs, vous pourrez les retrouver sur le site du Centre d'Excellence une fois, évidemment, le webinaire terminé. Donc, vous aurez les coordonnées, on vous les remettra pour que vous ayez tout le temps de le noter. Voilà. 2 petites questions, Madame Soucy. Donc, on est bien dans un réseau Occitanie. Ça veut dire que vous nous dites aujourd'hui que, quel que soit le lieu d'habitation des familles partout en Occitanie, aujourd'hui, il y a, j'allais dire, près de chez elles ou via le réseau, une possibilité, forcément, si les parents sont inquiets ou si le médecin de famille est inquiet, une possibilité donc d'être en lien. Aujourd'hui, vous arrivez avec le réseau à couvrir… Tout à fait, toute la région Occitanie, oui. Oui, oui. Donc, il y a des médecins qui ont été formés partout dans la région. Par contre, il faut bien sûr que les enfants aient des critères de vulnérabilité qui sont présents. Bien sûr. Est-ce que c'est un modèle unique en France ou est-ce que vous avez des correspondants dans les autres régions? Alors, il y a des correspondants dans pratiquement toutes les régions. Alors, certaines régions, pour l'instant, n'ont pas encore leur réseau qui est vraiment actif. Dans pratiquement toutes les régions de France, il y a effectivement un réseau équivalent, effectivement, de suivi des nouveau-nés à risque. Après, les critères d'inclusion ne sont pas du tout les mêmes dans toutes les régions. Le seul critère commun, c'est la prématurité inférieure à 32 semaines d'aménorrhée. Tous les autres critères, en fait, dépendent en fait du réseau et de la possibilité de chaque réseau de pouvoir suivre ses enfants. D'accord, très bien. Et donc, j'imagine que dans les enfants que les médecins référents suivent, évidemment, il y a des enfants ou des bébés qui vont continuer à se développer, et puis peut-être que les choses vont bien aller pour eux, hein, tout ne va pas toujours mal. Et puis, dans un certain nombre de cas, ça vous arrive parfois de transmettre à des médecins spécialisés, et je pense notamment aux pédopsychiatres. Comment vous articulez après avec des services de ce type-là et la pédopsychiatrie en particulier? Alors oui, c'est très fréquent effectivement qu'on ait recours effectivement à la pédopsychiatrie, puisque on sait bien que ces enfants-là, donc au risque de troubles du neurodéveloppement, vont souvent présenter des pathologies, en tout cas donc qui nécessitent donc une prise en charge en pédopsychiatrie. Donc effectivement, donc le médecin coordinateur, donc le médecin référent, va effectivement donc introduire l'enfant, donc soit passer un coup de fil directement donc au pédopsychiatre et donc proposer donc effectivement le pédopsychiatre rencontre l'enfant et sa famille, soit par l'intermédiaire des CAMS aussi, puisque beaucoup de ces enfants en fait vont effectivement, enfin beaucoup, 10% de ces enfants, c'est pas beaucoup, mais 10% de ces enfants vont être après donc suivis ou pris en charge au CAMS. Donc, où souvent il y a une prise en charge dans certains CAMS, donc en pédopsychiatrie. On est amené également à travailler avec les CMP et les CMPEA. Nous arrive aussi de travailler avec le centre ressources autisme également pour des enfants chez qui on a des inquiétudes importantes. Voilà.
D'accord. Oui, Très bien. donc, ça, c'est le médecin coordinateur, donc le médecin référent, en fait, qui fait le lien. Très bien. Alors, ça tombe bien. Vous parliez de MPEA. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le docteur Fanny Grossman, qui est pédopsychiatre dans un service de MPEA à Perplantade à Montpellier, pour ne pas le citer, coordonné par le professeur Bagdadli. Docteur Grossman, merci d'être présente cet après-midi. Et j'imagine que la présentation de Madame Souxi, effectivement, est une articulation toute trouvée avec les enfants et les familles que vous recevez dans le cadre de vos consultations. En effet, nous avons des interactions. Alors, moi, je vais me présenter. Je suis le docteur Grossman. J'ai un rayonnement moins large puisque j'interviens dans un des services de pédopsychiatrie de Montpellier, qui s'appelle le SMPEA Perplantade. Sur Montpellier, il y a 2 services de pédopsychiatrie, SMPEA 1, SMPEA 2. Et j'ai aussi une activité au sein du Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon et au niveau de l'unité d'évaluation des troubles du neurodéveloppement. Donc, quelle est notre place, nous, pédopsychiatres, dans la prise en charge, l'accompagnement, le dépistage de ces bébés qui ont des particularités développementales? Notre activité a quand même évolué ces dernières années. Ça fait 10 ans que je suis dans le service. Rencontrer des tout petits de moins de 2 ans, ça fait, je dirais, 4 ans qu'on nous adresse des tout petits. Donc, nos connaissances, notre expertise avec ces tout petits s'étoffe. Et je vais vous présenter donc, notre activité au sein du SMPEA Perplantade. Donc, je vous disais, sur Montpellier, il y a 2 unités de pédopsychiatrie. Le service SMPEA 2 a un rayonnement. Nous pouvons suivre les patients qui habitent sur Montpellier ou tous les villages nord-ouest de Montpellier. Et l'autre service de pédopsychiatrie, qui est à Saint-Éloi, peut accueillir les patients qui vivent à Montpellier et ensuite tous les villages sud-est. Donc, la pédopsychiatrie prend en charge des enfants âgés de 0 à 16 ans. Puis à 16 ans, on tente de passer le relais aux psychiatres adultes. Comment nous sont et qui nous adressent les tout jeunes patients en consultation dans le service du MPEA 2? Très souvent, ce sont les médecins traitants, soit les médecins généralistes, soit les médecins pédiatres. C'est certainement et très fréquemment des médecins pédiatres qui font partie du réseau de périnatalité. Il y a aussi les médecins de PMI, de plus en plus, qui peuvent être aussi le médecin traitant de ces patients, qui nous adressent ces enfants, soit lors de leur suivi au premier âge de la vie, soit lorsqu'ils sont interpellés un peu plus tard par les écoles, puisque ce sont des médecins de petite et de moyenne section maternelle. Des enfants aussi déjà pris en charge par le CAMS ou qui ont bénéficié d'une consultation au niveau du CAMS peuvent nous être adressés pour avis et ou prise en charge, et ou relais de prise en charge, même pour des plus âgés. Les médecins du réseau de périnatalité nous adressent des enfants. Les parents aussi, parfois, d'eux-mêmes, font les démarches de solliciter notre service. Donc, nous, systématiquement, on demande quand même qu'il y ait un médecin de première ligne qui nous adresse cet enfant, parce qu'il nous faudra ensuite avoir un interlocuteur. Si des bilans sont réalisés, si une prise en charge est préconisée, il nous faut pouvoir le relayer à un médecin qui coordonnera le parcours de vie, la trajectoire de vie de ces patients. Les pédopsychiatres en libéral aussi, qui peuvent être amenés à rencontrer ces enfants, ont besoin soit d'un avis d'une équipe formée spécialisée au TND, soit nous interpellent pour une prise en charge plus spécifique. Au sein même de nos services de MPEA, on peut s'adresser des patients, notamment quand on suit des fratries. D'accord, on y reviendra plus tard sur le regard attentif que nous allons porter aux petits frères, petites sœurs, mais aussi aux grands frères et grandes sœurs. Donc, nous-mêmes, ça nous arrive de dire, je pense qu'il faut que vous sollicitiez une consultation au MPEA. Les médecins de crèche aussi ont une place primordiale dans le repérage des enfants à risque et nous les adressent. Et les professionnels de crèche aussi, qui sont de plus en plus formés et qui, moi, je trouve, ces dernières années, ont vraiment affûté leur regard et repèrent vraiment bien les particularités développementales de ces enfants.
Là encore, on demande à ce qu'il y ait un médecin qui rentre dans la boucle pour nous adresser ces petits. Le médecin scolaire pour les plus âgés, ce qui concerne vraiment notre propos aujourd'hui. Et puis ensuite, parfois, ce sont des spécialistes, un médecin ORL qui va faire un bilan, une biométrie, parce qu'on s'interroge sur une surdité, et qui va pouvoir repérer des particularités développementales. Ça arrive aussi, par exemple, à un enfant hospitalisé en pédiatrie pour une gastro-entérite et que le médecin ou l'interne repère des particularités développementales et oriente la famille vers notre service, ou encore des neuropédiatres qui vont être amenés à voir ces enfants pour des particularités, un retard des acquisitions motrices, et va identifier des symptomatologies de TND, à risque de TND, et nous adresser ces enfants. Donc, ça nous fait beaucoup d'adresseurs potentiels pour notre service de consultation. Une fois que les parents donc, sollicitent une consultation dans notre service OMPE à Perpentade, nous allons mettre en place une première consultation auprès d'une infirmière. Tous les patients vont passer par cette consultation filtre où les infirmières vont recueillir la demande des parents, vont réunir tous les documents, les bilans qui ont déjà été réalisés et vont commencer à détailler un peu la trajectoire développementale, les inquiétudes des parents et faire une observation de ces enfants. À l'issue de cette consultation avec les infirmières, toutes les semaines, il y a un staff où sont présents deux médecins, on se relaie, le docteur Majorel et moi-même. On va filtrer l'ensemble de ces premières demandes de consultation et les adresser soit vers un médecin du service, un senior ou un interne selon la demande. Bien entendu, l'interne est supervisé par un senior. Et dans d'autres situations, en fonction de la demande et de la problématique, on peut solliciter une consultation auprès d'une des psychologues du service, d'un des psychologues du service. Donc, concernant les très jeunes enfants avec particularité développementale, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est que on reçoit des enfants de plus en plus jeunes et aujourd'hui des enfants les plus jeunes, c'est 12 mois, d'accord? Donc, des enfants entre 12 mois. Des enfants de 12 mois à 2 ans et demi, il y a 5-6 ans, on n'en recevait pas, maintenant beaucoup plus. Alors, ça représente encore un faible pourcentage de nos premières consultations. On voit qu'en 2019, sur presque 1300 premières demandes de consultation, les enfants âgés de 1 à 2 ans ne représentaient que 2% de cette population, soit à peu près 26 enfants. En 2020, le même pourcentage, 2% des premières demandes de consultation concernaient les enfants âgés de 1 à 2 ans. D'accord? Donc, c'est encore, on voit une petite partie de notre activité, mais qui est croissante et non négligeable, puisqu'on a des capacités de consultation non extensibles. Alors, pourquoi ces enfants nous sont adressés? Quelles sont les demandes? Le plus souvent, ce sont des inquiétudes concernant des signes d'alerte sur le plan socio-communicatif. Des enfants qui ne vont pas adresser le regard, qui ne vont pas être attentifs, qui sont souvent décrits comme étant dans leur bulle, des enfants très silencieux, qui ne vont pas vocaliser, pas mettre en place de babillage, puis après, plus tardivement, qui vont présenter un retard de développement du langage oral et qui vont, par ailleurs, présenter des difficultés au niveau non-verbal, qui ne vont pas compenser par la gestuelle, par le regard, par la mimique, pour parvenir à se faire comprendre par leur entourage. Donc, ce sont les particularités socio-communicatives, souvent, qui amènent les parents à consulter et les médecins de première ligne à nous les adresser. D'autres situations aussi, notamment quand dans la fratrie, il y a un enfant qui a déjà un trouble du neurodéveloppement et qu'on est bien attentif au développement des petits frères et sœurs qui viennent de naître, les aspects moteurs peuvent interpeller les médecins de première ligne et nous les adresser en disant, voilà, aujourd'hui, ce sont les préoccupations motrices qui sont au premier plan, mais on a bien en tête qu'il y a un frère, une sœur qui a un trouble du neurodéveloppement, par exemple, qui a un trouble du spectre de l'autisme, donc on veut surveiller son développement. Et est-ce que vous, là, chez ce tout petit, vous repérez de la particularité autre que le retard moteur?
On a aussi un regard très attentif pour les fratries, même sans point d'appel. Tout enfant qui a un grand frère ou une grande sœur qui présente un trouble du neurodéveloppement, on sait qu'il y a plus de risques d'avoir un autre enfant dans la fratrie qui présente un trouble du neurodéveloppement. Pas forcément le même trouble, mais en tous les cas, il nous faut être attentif. Et donc moi, quand je sais qu'il y a des petits frères et sœurs à naître, j'interroge les parents sur le développement des petits frères et sœurs. Je leur demande de venir en consultation, voire même de venir avec le petit frère et la petite sœur à la consultation pour le grand, voire même de prendre un temps dédié pour observer le développement du petit frère et des petites sœurs. Puis après, il y a d'autres situations plus spécifiques d'enfants qui nous sont adressés, par exemple des enfants qui sont suivis en génétique avec une anomalie connue, identifiée. Je sais pas, j'ai pris l'exemple d'une neurofibromatose, où on sait que là, il y a plus de risques d'avoir un trouble du spectre de l'autisme quand on a une neurofibromatose qu'en population générale, et donc sur des petites particularités dans les interactions, vont nous adresser ces enfants pour un avis et une prise en charge. Donc voilà, chez les tout petits, quelles sont la porte d'entrée dans notre service. La consultation pédopsychiatrique, comment elle se réalise? Avec des tout petits, bien entendu, on reçoit les parents et les enfants. On va s'appuyer sur la consultation infirmière qui déjà a vraiment un peu dégrossi toute la situation de notre travail. Il nous aide vraiment, il faut aussi gagner beaucoup de temps. On va reprendre les antécédents familiaux, on va reprendre les antécédents anténataux, périnataux, la grossesse, l'accouchement. Partir aussi des inquiétudes des parents, voir eux, où est-ce qu'ils en sont de leurs inquiétudes, voir avec eux, est-ce qu'il y a déjà des diagnostics qui ont été évoqués, s'il n'y a pas de diagnostic évoqué, est-ce qu'eux ont déjà pensé à des choses. Souvent, ils ont déjà quand même pas mal de questions, pas mal réfléchi, pas mal cherché des informations. On va reprendre les antécédents médicaux, puis après s'attacher à retracer avec les parents précisément toute la trajectoire développementale sur les aspects socio-communicatifs, le comportement, les intérêts, le développement moteur, est-ce qu'il y a des stéréotypes motrices, comment se déroulent les interactions avec ses pairs. Et on va aussi bien entendu aller rechercher les troubles associés, les particularités au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil. C'est important de questionner, re-questionner les parents à ce sujet-là, parce que quand ça fait des années que plus personne ne dort ou que l'enfant dort en touchant l'oreille de sa maman, ça ne va peut-être pas forcément venir spontanément dans le discours des parents. Donc, il faut vraiment aller rechercher ces questions-là régulièrement, pas passer à côté, parce qu'on sait que ça a quand même des répercussions dans la qualité de vie de toute la famille. On va essayer de retrouver des particularités sensorielles, identifier des comportements problèmes, interroger sur le développement de la fratrie. C'est important aussi de se mettre en lien avec le lieu de socialisation, avec la crèche, pour pouvoir apprécier comment est-ce que ça se passe, les interactions avec les pères à la crèche, avec des personnes non familières. On va chercher des situations de régression et puis recueillir les bilans qui ont déjà été faits, bilan ORL, bilan orthophonique, bilan kiné. En général, chez les tout petits, c'est ces explorations qui ont déjà été réalisées. Et puis, est-ce qu'il y a déjà des prises en charge en place? Et en même temps que cet interrogatoire fait avec les parents, on va bien entendu observer l'enfance dans son jeu libre, dans sa relation, ce qu'on appelle, est-ce qu'on observe des particularités sensorielles, motrices, des stéréotypes. Ça, c'est notre première consultation. À l'issue de cette première consultation, on va émettre des hypothèses diagnostiques. C'est important de poser des mots avec les parents en disant, voilà, chez votre enfant, je m'interroge sur un trouble du neurodéveloppement. Donc, chez les tout petits, ce n'est pas toujours évident de dire quel est précisément ce trouble du neurodéveloppement. On va pouvoir dire, voilà, je m'interroge sur un retard moteur et l'évolution nous permettra de dire est-ce que c'est un retard et l'enfant a rattrapé ce retard ou est-ce qu'on est dans un trouble du développement moteur. Un retard de langage dont l'évolution nous permettra de préciser s'il s'agit d'un trouble du développement du langage. Des éléments de signes d'alerte d'un trouble du spectre de l'autisme ou de risque de trouble du spectre de l'autisme, il faut le dire. Moi, à l'issue de ma première consultation, je fais ce dessin, cette bulle, et je dis voilà quelles sont les hypothèses diagnostiques. Si pour moi, le diagnostic, par exemple, de trouble du spectre de l'autisme est clair, je vais dire voilà, je m'interroge plus précisément sur ce trouble, mais bien entendu que ce n'est pas à l'issue d'une première consultation que je vais toute seule dans mon bureau poser ce diagnostic. Mais en tous les cas, il faut commencer déjà à présenter aux parents nos hypothèses diagnostiques, parce que quand on ira plus loin dans notre démarche, qui ne tombe pas des nues en se disant mais je n'ai jamais entendu ce mot-là, je n'ai pas pu m'y préparer non plus. Voilà, on peut aussi évoquer la question d'un retard global de développement.
Et chez des enfants aussi, la question du risque de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Une fois ces hypothèses diagnostiques évoquées, qu'est-ce qu'on va proposer à l'issue de cette consultation? En fonction des points d'appel, on va solliciter un bilan ORL visuel, déjà des rééducations précoces, avant même qu'on ait posé le diagnostic. On va pouvoir interpeller les kinésithérapeutes, les orthophonistes, pour un bilan et mise en place d'une prise en charge la plus précoce possible, et puis interpeller, selon nos points d'appel, les collègues neuropédiatres, généticiens. D'accord ? Et en parallèle, on peut être amené à solliciter une évaluation, un bilan multidisciplinaire pour préciser le cadre nosographique, mais aussi faire un bilan fonctionnel pour adapter au mieux la prise en charge et avoir un point de départ du fonctionnement de l'enfant et suivre sa trajectoire développementale et se permettre de se questionner sur l'efficacité de la prise en charge qu'on propose. D'accord ? Donc, je l'ai dit précédemment, mais on peut mettre en place une prise en charge précocement avant même d'avoir terminé les bilans et on ajustera cette prise en charge en fonction de nos conclusions diagnostiques. Et en parallèle, on proposera des consultations médicales de suivi dans le service, des consultations qui restent espacées. On aura plutôt un rôle de coordination de prise en charge. Donc nos partenaires, ils sont multiples. Il y a les rééducateurs, souvent en libéral, les éducateurs qui peuvent proposer notamment un travail de guidance parentale, les médecins spécialistes, le collègue pédiatre, neuropédiatre, les généticiens, le CAMS aussi, vers qui on adresse parfois des patients qui nous adressent des patients. Je vais vous dire 2 mots sur le CESAD et l'hôpital de jour. Et je vais insister aussi sur l'importance de la place du médecin traitant qui va être notre partenaire de coordination et qui va avoir un rôle aussi primordial dans le suivi somatique de ces patients qui ne sont pas des patients faciles, mais pour lesquels pourtant on sait qu'il y a des comorbidités somatiques importantes et que si on les prend en charge trop tardivement, le problème somatique peut s'être aggravé avec une aggravation de la prise en charge et une aggravation aussi des troubles du comportement de l'enfant en lien avec ces problèmes somatiques. Nos partenaires, c'est l'unité d'évaluation des troubles du neurodéveloppement qui est rattachée au CRA. Et pour certaines situations aussi, les enfants, on peut adresser vers l'unité parent-nourrisson, qui est l'unité qui est sur Saint-Éloi, qui va prendre en charge des enfants avant 18 mois pour des troubles fonctionnels, donc les retards moteurs, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation. Donc, je vais passer rapidement sur cette diapositive, mais vraiment avoir en tête de rechercher, repérer, diagnostiquer les troubles associés et diagnostiquer aussi les comorbidités en interpellant les spécialistes formés à cette comorbidité. Voilà, ne pas passer à côté des symptômes anxieux, ne pas passer à côté d'une épilepsie, ne pas passer à côté d'un trouble visuel, seulement parce qu'on n'a pas orienté vers l'ophtalmo parce qu'ils ne se laissent pas facilement examiner. Le CESAD-IDEA, 2 mots sur cette structure dans laquelle j'ai une petite activité, donc je me permets de vous le présenter, qui est une structure, un CESAD, une équipe médico-sociale de prise en charge des enfants dans leur lieu de vie. Et la spécificité de ce CESAD, c'est qu'il intervient auprès d'enfants très jeunes, dès 12 mois et jusqu'à 4 ans. Donc à 12 mois, le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme n'est pas encore posé, mais pour ces jeunes enfants, on voit des éléments à risque de trouble du spectre de l'autisme. Et pour d'autres enfants, au-delà de 18 mois, âge auquel on peut poser le diagnostic, là le TSA est déjà posé. Ces enfants, pour rentrer sur le CESAD-IDEA, parmi les critères d'inclusion, c'est qu'il doit avoir moins de 2 ans et demi, moins de 30 mois, pour nous laisser quand même 18 mois pour travailler avec l'enfant, ce qui est quand même une courte durée. Il faut que ces enfants soient adressés par un des médecins du MPEA 2 et présenter des particularités sur le plan socio-communicatif. D'accord ? La particularité de ce CESAD, c'est qu'il y a un turnover assez rapide, ce qui nous permet de ne pas avoir de liste d'attente. En tous les cas, on ne va pas inscrire d'enfants sur liste d'attente. Donc, si on repère un enfant qui pourrait prétendre à une place au CESAD, on va le présenter aux parents si on est sûr qu'il y a une place disponible. Sinon, non. Et on a la possibilité aussi de notifier rapidement ces enfants grâce à un partenariat qu'on a mis en place avec la MDPH où les notifications sont faites dans la semaine. D'accord ? Il faut aussi, bien entendu, que ces enfants habitent à proximité géographique, à 30 minutes du CESAD, pas que les parents passent le temps dans les transports ni les rééducateurs. Ensuite, pour les tout petits,
donc les moins de 2 ans, sur l'hôpital sera l'hôpital de jour petite enfance, qui est autrement appelé l'unité de soins et de diagnostic 1-5 ans, qui va prendre en charge les enfants, soit en individuel sous forme de guidance, soit en prise en charge en groupe. Je vous ai nommé là les ateliers, mais je ne vais pas les détailler parce que je crois que mon temps de parole va se terminer. Donc, pour conclure, je reviendrai vraiment sur le rôle crucial des professionnels de première ligne dans le dépistage de ces tout jeunes enfants avec des signes d'appel de troubles du neurodéveloppement, parce que ce sont ces premières lignes qui vont nous adresser les enfants, et qu'on sait que plus le dépistage se fait précocement, plus on va mettre en place précocement une prise en charge, et meilleur sera le pronostic évolutif de ces enfants. Une fois que ces enfants sont dépistés, on mettra en place le parcours diagnostique. L'intérêt est d'améliorer le pronostic, de limiter le surhandicap, d'améliorer la qualité de vie des familles et de prévenir un peu cette errance de parents parfois qui arrivent en nous disant voilà, on m'a rassuré, j'ai vu plein de personnes, on m'a dit que ça allait aller, et pourtant je suis inquiète depuis tout jeune. Je vous remercie de votre attention. Merci Fanny, merci Dr Grossman. Peut-être une question sur en général la pédopsychiatrie, parce que pendant longtemps, peut-être c'est moins le cas maintenant, mais la pédopsychiatrie pour des enfants aussi jeunes, ça faisait un petit peu peur. Aller en pédopsychiatrie, c'était déjà rentrer dans un monde inquiétant. Aujourd'hui, c'est moins le cas, les parents sont plus informés, la pédopsychiatrie s'est démocratisée. Ça fait moins peur aujourd'hui, la pédopsie, pour des enfants aussi jeunes et pour des familles surtout. Alors, je crois que ça s'est démocratisé et que ça fait moins peur. Ensuite, le SMPA2, la perplantade, on est rattaché sur le tampon, la convocation, on est rattaché à la Colombière. Donc, les parents, quand ils voient la Colombière, qui est l'hôpital psychiatrique adulte, ça leur fait peur. Ensuite, quand ils arrivent dans le service, on les aide à dédramatiser et leurs inquiétudes restent près de la porte et ça s'est démocratisé, oui. Puis je pense qu'on est aussi mieux repéré et maintenant on est même très bien repéré dans la prise en charge des enfants avec ces troubles du neurodéveloppement. D'accord. Et alors, vous disiez au début de votre présentation qu'il y avait souvent une indication faite par les pédiatres, du coup en amont. Est-ce qu'en aval de vos consultations, le pédiatre reste quand même le fil conducteur? Alors, le pédiatre, tous les enfants qui nous sont adressés dans le service, on reste en lien avec le médecin de ville, avec le médecin traitant. Moi, chacun de mes patients, j'adresse un courrier au pédiatre pour tenir informé de mes hypothèses diagnostiques, des prises en charge recommandées, et je demande aux parents de garder bien entendu ce suivi de médecin traitant, parce que déjà, moi, je ne suis pas somaticienne et que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes leurs questions, et que ce n'est pas nous qui sommes les médecins traitants de ces enfants. Ensuite, il va y avoir une collaboration dans notre coordination de prise en charge et que effectivement le pédiatre va s'appuyer sur nos recommandations pour quel type de prise en charge spécifique il faut faire, est-ce qu'on va orienter vers le CESAD. Donc c'est vraiment un aller-retour de communication par courrier qui se fait avec les médecins, mais oui, c'est pas une fois qu'on est rentré et qu'on a le pédopsychiatre tout abandonné autour, pas du tout. Surtout pas. D'accord. Merci, Dr Grossman. Dr Rouquette, donc pédiatre en libéral, que l'on remercie aussi d'être avec nous cet après-midi. Quelle est la situation alors sur le terrain quand on est pédiatre en ville, le réseau, la pédopsychiatrie, les parents qui arrivent aujourd'hui, quelle est la situation que vous vivez actuellement avec ces bébés qui inquiètent parfois? Vous m'entendez bien là, Eric? Oui. Bonjour à tous. Alors, écoutez, c'est bien parce que moi, je commence donc par la question, pas par l'exposé, mais la question est bonne parce que j'étais en train d'écouter Fanny et elle parlait de son territoire géographique, elle le décrivait comme large. Alors moi, le mien, il est beaucoup plus petit parce que je ne suis même pas à Montpellier. Je suis à quelques kilomètres de Montpellier, donc j'ai un territoire semi-rural et qui s'urbanise sur les années qui ont passé. C'est un constat. Alors déjà, une petite zone géographique, mais donc petite, mais relativement débordée déjà, parce que j'ai de plus en plus de demandes de consultation pour
Alors, des dépistages entre guillemets, puisque dans certains troubles du neurodéveloppement, je n'ai pas les capacités moi seule à faire du dépistage, mais j'ai ces demandes, donc des demandes de première ligne. J'ai aussi des demandes maintenant où je suis devenue une espèce de deuxième ligne, dans le sens où je suis obligée de faire de la coordination, de l'orientation, tout ce que je ne faisais pas avant. Donc, oui, si vous demandez, les demandes affluent, avec même une inquiétude, moi, aujourd'hui, dans mon petit secteur, de comment je vais arriver, puisque j'ai les lignes du dessus qui sont saturées. J'ai peu de professionnels, parce que j'ai lu un peu toutes les demandes que vous aviez en conversé, mais c'est vrai qu'on a de moins en moins de repérants, d'intervenants, je dirais. Donc, on va faire du dépistage, on va vouloir faire de la coordination, voire de l'orientation, mais on commence à être un peu bloqué. Et je vois arriver des tout petits, parce que mon œil est peut-être plus vieux que celui de Fanny. Alors, déjà, sur un œil plus vieux, puisque ça fait plus longtemps que je suis installée, puisque moi, j'ai maintenant plus d'une vingtaine d'années d'installation libérale, j'ai vu deux choses, c'est-à-dire ce qu'elle disait démocratiser, je ne sais pas si j'aurais utilisé ce mot, mais en tout cas, alors les plus jeunes diraient populariser, ma fille, ce qu'elle dirait. Moi, je dirais qu'en fait, on a moins peur des troubles du neurodéveloppement puisqu'ils sont moins fichés, psychiatrie lourde, attention, il ne faut pas dire, il ne faut pas faire. Donc, on a de plus en plus des familles qui arrivent parce qu'ils ont, d'abord parce qu'il y a la moyenne de se former tout seul sur Internet, d'avoir accès à des formations bien et d'autres moins bien, certes, mais quand même. Donc, du coup, de plus en plus de demandes de gens qui ont moins peur, qui ont envie de savoir. En même temps, un œil nouveau des professionnels de santé, je dirais, des pédiatres en tout cas, c'est que le risque ces derniers documents sur le risque des fratries d'enfants en troubles du neurodéveloppement ou les risques plus identifiés comme les prématurés, on le savait déjà, mais d'autres pathologies, on a un regard en pédiatrie qui est, ben ouais, maintenant quand même, il faut qu'on fasse très tôt beaucoup plus attention. Et tant et si bien que l'âge que tu définis, toi, Fanny, à 12 mois, moi, je suis en train, toute seule, dans mon esprit, de le passer beaucoup plus bas, puisque j'ai maintenant, je me pose des questions sur des tout petits. Et les questions que je me pose, c'est comment, au-delà de me dire qu'il se passe quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir dans la trajectoire de développement de l'enfant, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Quel intervenant je pourrais y mettre en attendant d'eux que le trouble soit mieux et en attendant que je trouve un intervenant, que je trouve une ligne 2, parce que je me dis, il faut quand même que je fasse quelque chose parce que je suis persuadée qu'on peut améliorer la trajectoire. Voilà. Donc oui, un constat d'afflux, un constat un peu démuni, même sur des zones qui ne sont pas des zones très, très urbaines comme moi, et, et l'envie et surtout la conscience qu'il faut faire très tôt. Et puis, ben, moi, je ne sais pas à qui je vais demander, mais comment on fait pour faire plus tôt et qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, on propose de la kinésithérapie. Je pense que c'est là où on va être peut-être beaucoup plus en lien de demande d'accompagnement par la pédopsie avec des méthodologies peut-être un peu plus prises sur les services des néonates. Comment, j'allais dire, on enroule les bébés, mais voilà, un peu cette épigénétique environnementale qui appartient à la maman, au papa, à la famille. Est-ce que tous nos petits, va pas falloir... Alors, je ne me permets pas, hein, parce que je ne suis pas néonate, et je pense qu'il va falloir enrouler nos enfants différemment. Et je ne sais pas encore comment, il va falloir proposer d'enrouler. Moi, je fais de l'enroulement en passant beaucoup plus de temps avec mes patients, en essayant de pas toujours, alors je ne sais pas si j'aurai la possibilité de vous présenter mon topo, mais de pas toujours parler d'annonce diagnostic, surtout pas de retard, je bannis ce mot, des fois ça peut m'échapper, mais je sais vraiment, non, de donner du sens à chaque consultation en disant, ben voilà, de répondre à toutes ces questions qu'on n'avait pas. Les mamans nous demandent tout maintenant, tout. Elles ne se laissent plus... elles ne se laissent plus aller comme des mamans. Tout doit être autorisé par plein de personnes. Voilà. Alors, je ne connais pas l'épigénétique des troubles du neurodéveloppement, mais j'essaie de recaler la consultation à une consultation plus vintage, un peu comme on faisait avant, quand on n'avait que la maman, la grand-mère, la tata, la voisine.
J'essaie d'avoir une guidance peut-être avec l'âge. Certains pourraient être mes enfants, mes petits-enfants, d'avoir ça, de les entourer comme ça, parce que pour l'instant, je n'ai pas plus à donner. J'ai pas plus à donner. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux, Eric, que je présente mon PowerPoint ou si tu veux que je réponde de façon plus pratique, je ne sais pas. Si PowerPoint fonctionne, on peut y aller. Si vous arrivez à le lancer. Allez, on y va. Alors, on va passer assez vite sur certaines diapos parce que je pense que mes consoeurs l'ont largement évoqué. Donc, moi, je me suis dit, il va falloir dire à un moment donné, si quand même on repère des choses, il faut à un moment donné dire ou pas dire. Ben, je dirais qu'il n'y a pas de grande loi parce que des fois, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, il faut, si on a repris un peu tout ce qui a été écrit ces derniers temps en haute autorité en santé, il faut savoir faire de la consultation dédiée. C'est-à-dire que quand on a des soucis, nous qui sommes en première ligne, on peut avoir un souci qui nous est amené par la famille, qui nous est téléphoné par l'école, pas souvent, mais ça peut arriver, par les PMI, et là aussi non plus pas très souvent, mais quand même, on peut être amené à avoir un souci, une plainte émanant de plusieurs personnes, ou un enfant qu'on va voir parce qu'il a la gastro-entérite, que c'est la panique à bord, et on va dire stop, on le revoit, on fait une consultation dédiée, et on s'occupe de savoir s'il parle bien, pas bien, quand il n'aura pas de fièvre, etc. Donc moi, c'est ce que j'avais appelé la consultation dédiée. Voilà, donc après, on en avait parlé, c'est un peu différent pour les enfants à risque de troubles du neurodéveloppement, puisque finalement, avec les réseaux dont ma consoeur a parlé, c'est formidable parce que finalement, c'est anticipé. Et d'ailleurs, je crois que c'est très bien que ce soit anticipé parce que finalement, les parents sont rassurés que ça soit anticipé. Voilà. Alors, j'ai fait un peu la part dans tout mon topo de ce que j'appelle des signes d'alerte, des signes d'appel. Les signes d'alerte, c'est « oulala, ça ne va pas, il ne parle pas ». Bon, voilà, et s'il a 5 ans, il ne parle pas, on est d'accord qu'on va être dans l'alerte. Mais s'il a 12 mois et qu'il a à peine un mot ou qu'il a encore d'en doubler ses syllabes, je pense qu'on peut… Pardon, on est dans le signe d'alerte et pas de signe d'alarme. Voilà, alors, j'essaie de ne pas me recouper avec les autres. Quand on a ces enfants qui ont des facteurs de risque identifiés et pris en réseau, ou pas pris en réseau, mais que nous aussi, on a à suivre, moi, j'essaie toujours de quand même pas inquiéter non plus, parce que quand on est sur un réseau ou quand on est sorti de la néonate avec « attention, il faudra surveiller », moi, je vois des parents qui vivent avec l'épée de Damoclès. C'est-à-dire, voilà, là, vous êtes sûr qu'il n'a pas le signe encore de l'autisme, du machin, du truc. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver quand même à convaincre les parents de se rendre aux consultations des réseaux, de bien suivre ce qu'on leur a dit, mais sans trop les inquiéter. Ça aussi, c'est une forme de suivi en pédiatrie qui est compliquée. Le plus compliqué, bien que, je vous l'ai dit, souvent l'adhésion des parents sur ces réseaux est bonne parce qu'ils se sentent en sécurité, tout est anticipé. Alors, l'enfant qui présente des signes d'appel, c'est celui où nous, là, on est devant un peu tous les mois, on se dit, ben là, bof, c'est pas génial, mais en même temps, personne ne s'est plaint. Est-ce qu'on fait naître de l'inquiétude? Alors oui et non, pas de réponse vraiment, mais moi, ce que j'essaie, c'est de cibler un peu mon examen. Je refais, je fais, je refais. Je me dis, tiens, aujourd'hui, il ne se soulève pas bien, il ne se retourne pas bien, peut-être il est un peu fatigué. J'essaie d'attirer l'attention parce que je sais que c'est une façon indirecte où les parents vont surveiller. Et puis souvent, même si j'ai rien dit, ils reviennent à la fois d'appel, ils me disent, ça y est, il se retourne, je voulais filmer. Voilà, donc j'essaie d'attirer un peu leur attention pour ne pas avoir un jour à leur dire, écoutez, voilà, maintenant il a 9 mois, enfin je dis un peu au hasard, hein, il a 9 mois, il ne se retourne pas, ça ne va pas, c'est du retard. Voilà. J'essaie de les amener et surtout je leur dis, voilà, vous amusez à lui mettre un jouet là, à faire ci, à faire ça. Je fais rentrer mon alerte discrètement, voilà. J'essaie de la faire rentrer discrètement et je ne donne jamais de détonateur d'angoisse. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié de ma diapo parce que je suis partie dans mon histoire. Par contre, l'enfant qui présente des signes d'alerte amenés par un parent ou une grand-mère, bon, je déclenche ma consultation dédiée, je l'avais dit, et je le fais même si moi, d'après ce qui m'est amené, ça ne m'a pas inquiété. Je le fais parce que toute inquiétude amenée par les parents, je la respecte, même si c'est des parents hyper inquiets, toujours très inquiets, parce qu'on les connaît consultants pour tout et pour rien, je la déclenche, cette consultation dédiée.
Donc, je le fais pour toute inquiétude amenée par les parents, même chez moi, parce que je connais l'enfant, je n'en ai pas. C'est ce que je vous avais dit après, c'est le hasard de la consultation où on repère des signes d'alerte. Alors, on dit, ben voilà, on va se revoir. Selon l'inquiétude qu'on a dans ce signe d'alerte, bon, on dit on se revoir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais il faut quand même savoir le faire et toujours l'équilibre entre dire, sans trop dire, mais en disant. Voilà. À distance, dans des temps dédiés à ça, parce qu'il ne faut pas faire au milieu de tout, de la consultation de suivi de la trajectoire développementale. Alors, ce qui est un peu différent quand même pour les signes d'alarme, hein, je vous ai exagéré le tableau en vous parlant d'un enfant qui à 6 ans ne parlait pas. Évidemment qu'on aura sonné l'alarme avant. Je la sonne, l'alarme. Je la sonne en fonction de ce que je sens les parents capables d'entendre. Si je suis très inquiète, je dis, bon, maintenant ça va, on va aller chez l'orthophoniste. Si moi, il est inquiète, je dis, il ne parle pas très bien, il faudrait peut-être quand même aller faire un bilan audio. Je les amène doucement, mais je ne les lâche pas. Mais je peux les amener quand même doucement. Je ne vais pas leur écouter maintenant. Là, ils ne parlent pas. C'est grave. Jamais, jamais. Mais je ne les lâche pas. Je leur donne un rendez-vous. Non, l'alarme, je ne lâche pas. L'alerte non plus. Mais l'alarme, j'ai un discours plus incisif. Mais une fois de plus, c'est facile à vous dire. C'est beaucoup plus difficile à faire. Alors, quand on a fait la consultation dédiée pour repartir sur l'alerte ou la plainte des parents ou sur notre propre alerte à nous, parce qu'on a vu un enfant pour lequel on n'était pas rassuré, il va falloir quand même dire un peu ce qu'on en pense, parce qu'il ne vous lâche pas tout le long de la consultation. Vous nous avez fait revenir parce qu'il ne parlait pas. Alors, vous en pensez quoi? Parce que depuis que vous nous avez dit de revenir, il parle mieux. Souvent, c'est ça. Parce qu'on sent toute l'angoisse. Alors, on ne peut pas y échapper. Donc, chaque fois, il faut dire, attendez, on finit, on examine, on fait des examens cliniques complets, on repart sur tous les items que Fanny vous a donnés, du développement dans toutes ses particularités sociales, communicatives, enfin, bref, tout. Sur le phénotype, on regarde un peu s'ils ont des anomalies morphologiques, hein, enfin, on les pèse, on les mesure. Et on essaie de dire un peu, ben voilà, non, finalement, c'est pas si mal que ça. Bon, sinon, on peut dire, je ne suis pas si inquiète que ça, mais peut-être on pourrait parfaire ce qu'on a fait aujourd'hui avec des examens un peu plus chiffrés, parce que des fois, on a besoin d'une aide un peu chiffrée. Alors, ça, les parents, ils aiment bien des fois. Moi, j'aime moins parce que le chiffre ne remplace pas la clinique. Mais ça peut m'aider à trouver un intervenant. Par exemple, un bilan d'orthophoniste, ça me permet de me donner un peu de délai, de donner du délai aux parents pour réfléchir, pour s'habituer à une annonce, pas diagnostic, annonce de repérage. Parce que moi, je fais rarement des diagnostics toute seule, en tout cas des diagnostics qui nécessitent déjà des évaluations pluridisciplinaires ou qui nécessitent, pour lesquels on va annoncer des choses assez graves, je dirais. Je ne le fais pas sans qu'on ait cheminé un peu avec d'autres spécialistes, parce qu'en libéral, je pense que c'est compliqué de faire ce type d'annonce. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, moi, j'ai juste annoncé que le repérage était bon ou pas très bon et qu'on allait le compléter par des chiffres. Voilà. Alors, souvent, je réévalue au bout d'1 mois avec le bilan de l'orthophoniste ou le bilan d'un psychomote. J'essaie de trouver des choses qui coûtent, entre guillemets, pas trop cher aux parents. Alors, quand il y a des décalages d'acquisition, quand même, quand on est obligé de dire que bon, c'est pas parfait, il ne parle pas super bien, à la fois, on va dire, il faut compléter le bilan, entre guillemets, d'aide au diagnostic, mais souvent, on va dire, mais vous savez, on va aussi faire quelque chose. On va pas, si on vous a fait venir, ce n'est pas juste pour vous dire que ce n'est pas bien, c'est aussi pour vous dire qu'on va commencer quelque chose. Et ça permet de compenser un peu cette obligation qu'on a d'annonce que la trajectoire développementale n'est pas au top. Donc là, on va déclencher ce que vos confrères vous ont dit, les réseaux si on peut, les partenaires de soins orthophonie, psychomote, la crèche, ou se mettre en lien. Et surtout, on va s'adosser aux familles en faisant de l'orientation et de la coordination. Parce que je crois que notre rôle de première ligne, et tu le disais Fanny, on est dans le dépistage. On peut être dans certains cas dans des diagnostics, parce que bon, une dyslexie, on peut aussi faire du diagnostic de dyslexie sans encombrer toutes les autres lignes. Mais nous, il faut qu'on puisse se positionner comme étant des coordinateurs, des orientateurs, comme on dit, des personnes qui orientent, en tout cas qui coordonnent. Le repère pour ces familles, il faut se positionner là. Je crois que c'est ça aussi notre rôle dans ces enfants avec risque de troubles du neurodéveloppement.
et ce de façon très tôt, hein, même au-delà, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les aura, nous, aidés à arriver au diagnostic, il faudra rester dans ce rôle jusqu'à 16-18 ans. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais qu'il faut ensuite trouver comment on va passer à l'âge adulte. Et ça, c'est pas simple, c'est pas simple. Voilà, moi, je parle de trajectoire neurodéveloppementale, de difficultés sur tous les âges, dans tous les domaines, avec la nécessité de garder cette première ligne comme orientation, coordination, et pour finir, avec une première ligne qui débordait, avec l'envie sûrement d'arriver très tôt à faire quelque chose. Voilà. Alors, en conclusion, docteur Rouquette, s'il vous plaît. Conclusion, on a fait beaucoup de progrès parce que je crois qu'on sait voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Moi, mon plus gros souci, c'est de savoir comment on va pouvoir accompagner sans imaginer des millions de milliards de dispositifs, en utilisant déjà ce qu'on a, parce que je crois qu'il faut qu'on apprenne à utiliser tout ce qu'on a comme dispositif, et des dispositifs très basiques qui vont pour moi appartenir à la néonatologie, à la méthodologie de bien accueillir bébé dans une famille. Voilà, alors là, c'est pas moi qui vais vous répondre. Je crois qu'ils y pensent. Il y a quand même des écrits. Je ne les ai pas lus encore. Je les ai lus à travers, ni le premier jour. Là, ça pourrait être aussi des solutions. Voilà. D'accord. Merci. Merci, docteur Rouquette. Juste parce que le temps avance, tout est passionnant. Vous avez parlé, docteur Rouquette, que je crois vous disiez aujourd'hui, les parents ne s'interdisent rien, les mamans demandent beaucoup de choses, demandent tout. Je crois même à un moment donné que vous avez employé cette expression. Alors, justement, on a une maman ici présente avec Madame Pinto, que je remercie d'être avec nous, un membre actif de l'association X-Fragile France. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle sociologie des parents ? Les parents, Madame Pinto, aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années ? Il faut ouvrir votre micro, Madame Pinto. Ouais, c'est bon. Bonjour, merci de m'avoir invité, de me permettre de parler au nom de l'association. Oui, bien sûr, je pense que les parents ont évolué puisque la société a évolué et que les moyens de communication ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les sites internet, tout ce qui existe, forcément, facilite l'information. Donc, plus d'informations, il y a plus de demandes. Et les professionnels du terrain l'expliquent très bien, ils sont beaucoup plus sollicités. Il y a une attente de réponse, il y a une attente de diagnostic. Il y a une attente de prise en charge, mais il y a surtout avant, et comme l'exprimait bien Madame Rouquette, une demande d'attention et d'écoute. Et toute la difficulté qu'elle donnait sur l'exercice libéral est aussi les difficultés que rencontrent les familles au quotidien, puisque avant de pouvoir arriver sur les centres d'expertise, de diagnostic et autres, il y a tout un cheminement à avoir. Donc, moi, j'ai essayé de répondre à la question qui a été posée aujourd'hui, donc faire une rapide présentation de l'association. Donc, je représente Fragile-X France, qui est une association qui a 30 ans. Bien sûr, donc c'est le syndrome du chromosome X fragile. Donc, pour vous donner un petit peu l'activité de l'association, donc créée en 1990 par un couple d'infirmiers parents de 2 enfants qui grandissaient avec des troubles particuliers. Leur diagnostic d'X fragile a été porté début des années 90. Et de là, donc, ils ont créé l'association. Ils ont pu réunir des familles, rencontrer des professionnels, aller se renseigner également aux États-Unis où il y avait pas mal d'écrits à l'époque. Ils ont fait traduire les écrits et ramener aussi cette connaissance en France. Donc, il y a un véritable climat familial dans ce type d'association, mais les demandes évoluant, les associations sont aussi obligées d'évoluer comme les professionnels vers les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il y a une véritable expertise associative et parentale de 30 années. Donc l'association est cofondatrice d'Alliance Maladies Rares, toujours active en son sein et partenaire également du réseau européen des associations X fragiles, en lien très étroit avec les centres des références des déficiences intellectuelles de cause rare de Lyon du professeur Vincent Desportes, pour surtout les enfants dans l'âge pédiatrique,
et de la Pitié-Salpêtrière avec le docteur Héron sur Paris, pour ne citer que, et bien sûr acteur au niveau du réseau Déficience. Donc l'association dispose également d'un réseau de délégués régionaux, donc des familles, organise des regroupements familiaux, des journées, des conférences à thème ouvertes vers familles et professionnels, organise aujourd'hui d'ailleurs le workshop des associations X fragiles qui est en cours actuellement en visioconférence. Voilà, bien sûr, il y a eu aussi un travail pour travailler sur les PNDS, siège et l'association, donc par ses représentants, siège aussi dans les différents réseaux de santé et pour l'Occitanie, le réseau Maladies Rares Méditerranée. Bien sûr, avec site internet, Facebook, Insta et des flyers, c'est pour la communication. Voilà, pour situer un petit peu l'action associative. Pour donner un petit aperçu du syndrome, pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, donc le syndrome X fragile reste une maladie rare, maladie génétique et une maladie héréditaire. Donc toute l'importance du diagnostic précoce et de l'accompagnement et du repérage des enfants. Parce qu'aujourd'hui, les familles voilà, se retrouvent toujours, même aujourd'hui en 2021, avec la naissance d'un, deux, voire 3 enfants malades. Ça reste la deuxième cause de déficience intellectuelle chez l'enfant après la trisomie 21, mais la première cause de déficience intellectuelle héréditaire chez l'enfant. Pour donner un ordre d'idée, on trouve donc un garçon sur 5000 et une fille sur 9000. Alors, dans les recommandations qui sont données aujourd'hui, dans la communication qui est donnée, c'est qu'un dépistage, entre guillemets, dans l'idéal, devrait être prescrit dans les cas inexpliqués de déficience intellectuelle, de retard de langage, de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, de signes autistiques ou de troubles de l'apprentissage. Donc, j'ai essayé de reprendre un petit peu les principales caractéristiques que je vais énumérer rapidement pour les reprendre après dans la démarche que j'ai faite auprès des familles. Donc, on trouve bien sûr, vous l'avez tous cité, un développement psychomoteur et intellectuel, comme dans toutes les pathologies, qui peut aller de léger à sévère. On retrouve bien sûr le retard de la position assise, de la marche et de la propreté plus tardive. Bien sûr, pas pour tous les enfants non plus. Chaque enfant a son propre développement et reste individuel. On retrouve également des troubles du langage verbal, des retards dans l'acquisition. Donc, je vais essayer de revenir sur le détail que peuvent donner les familles, puis ils peuvent aussi aider les professionnels en première ligne, parce que toute la difficulté étant également le repérage. Troubles de l'acquisition du langage verbal, les troubles du langage, l'évitement sensoriel, l'intolérance au bruit, les particularités développementales de cet enfant, les tendances aussi à être solitaire, à avoir un monde imaginaire ou à se retrouver en repli, ou cette espèce de difficulté sociale ou de communication, de relation que va avoir le parent, mais qu'il n'arrivera pas forcément à nommer. Voilà un petit peu pour... et bien sûr, dans l'X fragile, un déficit de contrôle des émotions, des manifestations exagérées et des mouvements stéréotypés. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est pour ce webinaire, c'est lancer la question à l'ensemble de nos adhérents. Donc là, on est sur le territoire national. Donc, j'ai obtenu, la question posée était « Quels sont les signes que repèrent les enfants avant d'en parler aux médecins ?» Aux professionnels de première ligne, bien sûr, qui permettra après d'orienter. Voilà, donc on est sur du vécu, quels que soient les âges. Donc, en fait, puisque ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de pathologie, comme vous l'avez cité, sur les repérages au niveau du réseau de Madame Souti qui a parlé en début, on ne rentre pas tout à fait dans les critères, donc on n'est pas repéré à la naissance. Et on n'est pas forcément repéré non plus, puisqu'il y a beaucoup de choses faites dans la trisomie 21 parce que ça se voit, mais sur le syndrome X fragile, ce n'est pas forcément aussi évident. Donc, en fait, j'ai eu 30 réponses de familles, donc des familles qui avaient envie de parler, qui étaient contentes de pouvoir porter leur parole, ce qui représentait 35 enfants, dont 5 familles avec au moins 2, voire 3 enfants, et dont une famille avec des jumeaux. Donc, dans les jumeaux, les 2 sont malades. Ça fait donc 30 garçons pour 5 filles. On trouve dedans 8 enfants, 15 adolescents, 8 jeunes majeurs entre 18 et 25 ans et 4 adultes d'âge mûr entre 41 et 52 ans. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, entre les signaux d'appel et les signaux d'alerte. Donc, sur la naissance,
bien sûr, dans tous les témoignages, on va retrouver quelques grossesses difficiles ou des nouveau-nés trop calmes, voire nés. C'est noté sur le carnet de santé de l'enfant chez un adulte aujourd'hui qui a 52 ans, né étonné. Donc, c'est une remarque. Il y a une remarque d'un professionnel déjà. Peut-être que là, on pourrait déjà se poser une question. Là, on est dans les années 60, donc c'est sûr qu'on n'en était pas encore sur les connaissances que vous avez aujourd'hui. L'âge du diagnostic sur ces 30 familles, sur ces 35 enfants, se fait, en gros, j'ai essayé de faire une moyenne, avant 4 ans, ça pour 14 enfants. Et sur les 3 plus âgés, ils ont été faits plus tardivement, entre 18 et 25 ans, souvent parce qu'il y a eu un petit enfant qui est né dans la famille ou alors il y avait un neveu. Et les enfants diagnostiqués tout petits vont l'être aussi par le biais du dépistage de la fratrie, ou alors s'il y a un neveu, un cousin qui va naître dans la famille. Après, pour les autres enfants donc, diagnostiqués plus tard dans les témoignages que j'ai reçus, il est possible aussi que les signaux étaient moins marqués, moins repérés. Mais on voit aussi dans les témoignages de famille, parce que j'essaye aussi de donner plusieurs, des signaux massifs ne sont pas prédictifs non plus de l'évolution de l'enfant. Dans les items recherchés dans ce type de pathologie, on retrouve dans les signaux d'alerte, bien sûr, les retards dans l'acquisition du langage ou troubles du langage. Donc, on essaye de retrouver les signaux d'appel. Ils peuvent être discrets. Ils ne vont pas forcément venir par le parent sur une consultation. Par contre, dans le développement des enfants, on peut trouver, pas chez tous les enfants bien sûr, mais sur une partie d'entre eux, dans ceux qui étaient cités, des enfants où l'évolution va être un petit peu déviante, donc des cris, ça va être cité par les familles, il avait des cris stridents, ou alors il a vu une voix qui était monocorne, où il y avait des grognements. L'absence de gazouillis peut être retrouvée, ou un début de babillage, ou un arrêt de babillage. En fait, il y a quand même un arrêt dans l'évolution du langage de l'enfant. Donc, on est sur un enfant qui va, si je ne me trompe pas, hein, je serai reprise si je me trompe, qui va avoir à peu près maximum 8 mois. Ce seront des signes retrouvés chez certains enfants. Pour les enfants qui auront une apparition du langage un petit peu moins marquée, ils sont quand même cités par les parents comme ayant un langage pauvre ou peu de mots. Par contre, on a une maman qui a très bien décrit un enfant qui avait un retard dans le langage, qui avait peu de mots et en grandissant, qui a pu s'enrichir. Aujourd'hui, à 7 ans, elle le dit très bien, qui a une excellente diction. On retrouve dans cette pathologie une agitation, une difficulté à contrôler ses émotions. Les familles décrivent des signaux quand on parle avec elles, mais si elles ne sont pas interrogées, ce sont des signaux qui ne ressortent pas. Si on voit que l'agitation motrice, tout ce qui va être hyperkinésie, flapping, instabilité motrice, déambulation de l'enfant, ne va pas forcément interpeller chez le tout petit, alors que finalement, il peut être un signe à prendre en compte. Et que ce qui est revenu aussi quand même dans un enfant sur 3, la notion de pleurs incessants reste souvent banalisée, vu qu'il n'y a pas forcément une cause physique retrouvée, même si on va rechercher auprès de la famille, on va retrouver quand même des reflux, des troubles digestifs très fréquents dans le syndrome X fragile, avec des échecs de l'allaitement, des difficultés de succion, des vomissements, des intolérances aux protéines de lait de vache, des repas compliqués, ça revient régulièrement, des reflux gastro-œsophagiens, des problèmes ORL associés, liés bien sûr régulièrement au reflux gastro-œsophagien, qui ne vont pas être forcément identifiés et qui peuvent aussi expliquer les pleurs et les particularités de cet enfant. On retrouve également dans la particularité motrice, l'agitation motrice décrite plus haut, certes, mais l'hypotonie va être retrouvée, l'absence dans le développement de 4 pattes, l'absence de particularité à jouer avec ses mains. Ça va être un enfant qui, au niveau des particularités, par rapport à l'agitation motrice, l'hypotonie va être retrouvée. Elle est régulièrement citée dans la toute petite enfance. Et
si les parents en parlent, ça va être remarqué par le professionnel, mais pas forcément mis en lien avec les alertes, les petites alertes qui vont pouvoir être données, parce que c'est vrai que ça ne va pas être forcément très repéré. On va avoir un enfant qui peut avoir une particularité à relever ses jambes, qui va avoir, mettons, qui va être sur un pot, ça a été décrit, qui aura une force physique pour remonter ses jambes. Un enfant qui va certes se mettre à marcher, mais qui aura une façon un petit peu empotée de bouger son corps qui n'aura pas une motricité fluide. Un enfant qui va avoir un retard au niveau de la marche, donc il n'y aura pas de quatre pattes. Et bien sûr, le retard de la position assise a été aussi régulièrement cité. Ce qui revient également, c'est la particularité de jouer avec ses mains, la particularité d'utiliser ses mains. Voilà, ça, ce sont des exemples de signes, bien sûr, qu'on ne va pas retrouver partout. Ce sont des exemples qui peuvent être un petit peu plus marqués. Pris isolément, ne vont pas forcément alerter. Le sommeil se retrouve perturbé quand même sur 10 enfants sur 35. Je trouvais que ça faisait beaucoup, c'est souvent cité. Et là, je l'ai bien retrouvé. Et un autre élément très important, ça va être la particularité du regard. Fuite du regard, ne suit pas du regard, regard dans le vide. Voilà, qui vont bien sûr donner aussi des troubles d'attention et qui vont freiner cet enfant dans son développement par rapport à l'attention conjointe. Dans l'ensemble, le jeu reste décrit comme étant pauvre. Voilà, un enfant qui assure une particularité dans le jeu. Voilà, donc un petit peu dans ce que on a pu essayer de rassembler, faire une petite synthèse de ce qui a été donné sur le témoignage des familles. On retrouve régulièrement un petit peu d'hypotonie, on va retrouver les troubles digestifs et langagiers. Ce sont peut-être des petits signaux d'appel qui, si un de ces signaux d'appel est présent, en allant rechercher, en allant interroger, on peut tout à fait on va retrouver les autres signes présents dans le développement de l'enfant. Je terminerai en reprenant quelques témoignages de famille qui reprenaient, donc on est sur du témoignage par rapport au vécu. Chez des enfants qui restent encore assez jeunes. J'ai une maman, donc 2 enfants, qui met que, bon, lorsque un parent s'inquiète, toute la difficulté a été très bien expliquée, d'essayer de rassurer, de ne pas s'en faire, que chaque enfant est différent, mais les parents, en fait, une fois que les enfants sont diagnostiqués, parlent beaucoup d'intuition de parents qui se retrouvent un petit peu vite balayés. Donc, des fois, l'inquiétude de faire peur aux parents, voilà le tout juste milieu à trouver, qui reste aussi très compliqué sur le terrain. Une maman ressort aussi que l'un des traits qu'un enfant qui va être hypersensible, ça reste quand même un trait de personnalité qu'on repère très rapidement, mais qui ne va pas forcément alarmer. Voilà, pour quelques idées. Après, j'ai une famille qui reprend très bien en disant ce qu'il faudrait rechercher, parce que c'était la question qui était posée, nous ne savons pas. Ils répondent, mais plutôt, il faudrait informer davantage sur l'errance et la recherche d'un diagnostic, car après avoir navigué auprès de plusieurs professionnels, on se retrouve encore et toujours à chaque fois expliquer les petits soucis de notre grand garçon. Et le papa continue, parce que là, ce sont aussi les témoignages de papa, beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, dit « Nous n'allons rien vous apprendre, mais plutôt se la jouer facile, car c'est notre vécu. Il faut un peu de patience, beaucoup d'amour et une famille qui soutient cet enfant passionnément. Rien ne saurait être plus fort que l'estime de soi et la reconnaissance d'avoir sa place dans notre société. » Voilà, et par rapport aux perspectives, la question que vous m'aviez posée, ce qui revient un petit peu, va rejoindre certainement un petit peu, je reprends beaucoup le discours de Madame Rouquette, puisque c'est quelqu'un qui est en première ligne, c'est surtout ça. Lorsqu'un parent parle de ses doutes, inquiétudes sur le développement de son enfant, surtout si l'item est difficile à exprimer, à évaluer et à diagnostiquer, une seconde consultation dédiée, je crois que c'est le terme qu'elle donnait, à distance, dans un délai de 15 jours, 1 mois, 2 mois, voire, pourrait être proposée pour permettre d'approfondir, échanger et rechercher les éléments non décrits spontanément. Donc voilà un petit peu ce qui revient des témoignages que j'ai pu recueillir. D'accord. Merci.
Merci Madame Pinto, et je rebondis sur ce que vous venez de dire. On a des questions, mais je vais vous demander, chères intervenantes, d'être synthétiques dans vos réponses. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, les familles que nous recevions un petit peu plus tardivement nous disaient, enfin parfois, mais on a l'impression de ne pas avoir été écoutés, ou les médecins nous disaient, mais ne vous faites pas de soucis, tout va s'arranger, c'est pas grave, c'est normal qu'il y ait très tôt des petites difficultés développementales, mais ça va rentrer dans l'ordre. Alors, aujourd'hui, est-ce que les familles sont toujours dans cet état d'esprit où finalement, grâce au réseau, grâce aux informations, à la formation, finalement, les premières inquiétudes sont prises toujours très, très au sérieux. Et finalement, on n'est plus dans cet état d'esprit et on entend un peu moins ces discours parentaux. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est toujours vrai, c'est un peu vrai? Disons que c'est comme tout. Tout revient par cycle. Après, il y a énormément de progrès par rapport aux années précédentes. Je veux dire, en 20 ans de temps, il y a une très grosse évolution. Il y a tous les réseaux qui ont été décrits qui sont super, qui amènent toute la connaissance au plus près du terrain et dont on a besoin. Voilà. Après, bien sûr, les maladies sont rares, mais les malades sont nombreux. Et qu'un professionnel ne va pas rencontrer toutes les maladies dans son cabinet, ne va pas croiser, je parle pour le syndrome X-fragile, ne va pas rencontrer 50 enfants avec un syndrome. Donc, c'est toute la complexité. Quand les familles disent « j'ai pas été écoutée », elles ne sont pas dans… voilà, elles en parlent, mais il n'y a pas de… c'est une impression sur un vécu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas entendu et écouté et que le professionnel, à un moment donné, ne s'est pas posé la question. Et que retrouver tous les petits signaux qu'on va aller rechercher une fois qu'un diagnostic est posé, on se dit « ah, il y avait telle ou telle particularité », ça va venir aussi après, mais pouvoir le retrouver au moment présent, si on ne va pas le chercher, ça reste très compliqué. Et je pense que sur le terrain, c'est très compliqué des deux côtés, et pour les familles et pour les professionnels. On est sur un véritable parcours de partenariat. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu. D'accord. Docteur Soucy, des questions nous sont arrivées autour des plateformes, oui. les fameuses PCO, plateformes de coordination et d'orientation, notamment les plateformes 0-6 ans. Est-ce que aujourd'hui intégrées dans le réseau, elles sont partenaires, voilà, elles commencent à se mettre en place. On en a une dans notre région à Narbonne, à Albi, puis dans les autres départements, notamment on en a une à Montpellier qui va ouvrir dans quelques semaines, sur le Gard également. Où on en est de l'articulation entre votre réseau et ces plateformes? C'est naissant, sans mauvais jeu de mots? Alors, nous, en fait, on est partenaire, effectivement, de ces plateformes. Donc, effectivement, il y aura sûrement des modalités, effectivement, d'entrer dans ces plateformes qui vont être établies donc, entre le réseau et les plateformes. Oui. Mais on est partenaire, effectivement, de ces plateformes. Et donc, effectivement, certains enfants qui sont suivis dans le réseau pourront bénéficier, effectivement, de l'accès à ces plateformes si nécessaire pour… l'instant en prise en charge, en attendant que le projet Cocon aussi naisse. Oui. Voilà. D'accord. Docteur Grossman, des questions, j'ai l'impression, beaucoup de réactions autour notamment du CESAD-IDEA, évidemment, et de son intérêt, et autour aussi des techniques d'intervention très précises. Beaucoup d'internautes ont réagi autour des méthodes, évidemment, PACT, ABA, Denver. Est-ce que ce sont des pratiques courantes? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des techniques d'intervention bien identifiées dans le cadre notamment du CESAD? Alors, oui, dans le cadre du CESAD, mais aussi dans le cadre de l'hôpital de jour, donc sur l'hôpital qui prend en charge les enfants avec un trouble du neurodéveloppement, les équipes sont formées à toutes les techniques de prise en charge qui sont recommandées, à savoir les techniques ABA, le PAC, le Denver, les systèmes de communication type
PEX, type, bien sûr, ça, le mot m'échappe, POD. Donc voilà, on s'appuie sur les recommandations de la HAS pour proposer des prises en charge qui ont fait preuve de leur efficacité. Après, on va proposer une prise en charge multimodale et pas faire que de l'ABA pour un enfant, pas faire que du Denver de façon intensive. Voilà, on va aller piocher un peu dans toutes les techniques recommandées pour proposer une intervention pour une prise en charge à chaque enfant. D'accord. Le CESAD IDEA a-t-il fait des petits? Est-ce que c'est un dispositif unique ou est-ce que finalement, aujourd'hui, on voit apparaître… Alors, dans notre secteur, je ne connais que le CESAD IDEA. J'aimerais qu'ils fassent des petits pour avoir davantage de place, hein, parce que nous, il y a 11 enfants accueillis, donc ce n'est pas beaucoup. J'avoue que je ne connais pas sur le territoire national l'offre, et je ne sais pas s'il y a des CESAD d'intervention aussi précoce ailleurs. En tout cas, c'est un dispositif qui mériterait, j'imagine, d'être répliqué. Ah bah oui, parce que effectivement, pour les tout jeunes, on a peu de… Voilà, on a encore un plateau technique quand même très limité. Et tu disais, Caroline, voilà, qu'est-ce qu'on propose pour les tout petits? Effectivement, moi, quand des tout petits me sont adressés, je n'ai pas forcément beaucoup de possibilités de prise en charge. Et j'aimerais pouvoir en adresser, par exemple, plus sur le CESAD IDEA, plus sur l'hôpital de jour, sauf que, tu disais, la première ligne est saturée, la deuxième ligne est saturée aussi, et toutes les structures spécialisées sont saturées. Donc, je pense que le problème de tout le monde, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour toutes ces structures-là. Voilà. Alors, est-ce que je peux me permettre, Eric? Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, de nouveau, sur mon terrain, parce que moi, je suis dans mon village, dans mon terrain. Le schéma représente, peut-être que je représente plus le schéma de beaucoup de gens, là, de tous ces gens branchés, parce qu'on n'a pas tous l'hôpital de Montpellier à côté, alors que moi, je l'ai quand même relativement à côté. Moi, je crois qu'il faut tous réfléchir à des solutions de proximité, c'est-à-dire il faut enseigner aux parents. Je crois que sur les facteurs des enfants qui sont déjà à risque identifié, parce que déjà sur les risques identifiés, puisque les a identifiés, on voit au moins que ça serve à quelque chose, qu'on essaie d'enseigner à ses parents pendant la période de la grossesse ou à l'accouchement ou sur les réseaux avant de les faire partir, les moyens de solliciter la mise en place de tout dès le départ, finalement, dès le départ, quand ils partent de la maternité ou quand ils sont chez le pédiatre à 1 mois, 2 mois et 3 mois. Je veux dire, c'est vrai que vous disiez avant, ouais, c'est pas grave, ça viendra plus tard. C'est fini, ces phrases, on ne les entendra plus parce qu'elles font partie du Moyen-Âge maintenant. Ce qu'on va entendre, et je l'espère, pas pour tout le monde, c'est sûr, mais ça commence à venir. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est à une maman qui a une crainte ou si nous, on a une alerte qui est différente de l'alarme, il faut commencer à mettre des choses en place. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas des millions de milliards de choses et que dans les situations actuelles, on ne peut pas s'attendre à avoir beaucoup d'argent pour faire des CESAD et autre chose. Je crois qu'il faut se saisir de ce qu'on a, c'est-à-dire de l'éducatif, des grands-mères, des grands-parents, du voisin, des animaux qui sont dans les prés, des choses qu'on fait à la maison. Il faut redonner du sens aux familles et essayer de ne pas toujours leur dire qu'on va trouver la solution dans un CESAD, dans je ne sais pas quoi. Il faut essayer de trouver des solutions de terrain, de proximité et enseigner ça, re-enseigner aux parents finalement. Il faut renseigner aux parents à être parents avec des moyens tout simples. Moi, je trouve qu'on évolue bien. Il y a quelques années, j'avais des parents qui me demandaient plein de choses et je râlais beaucoup parce qu'ils me demandaient trop de choses. Bon, j'aurais pu râler, maintenant je râlerai moins. Mais ces parents-là, ils ont changé parce que les tout jeunes, là, ils arrivent avec un espèce de retour. C'est la dame, Madame Pinto, vous avez dit cycle, j'ai adoré le mot parce que c'est ça, c'est comme la mode. Bon, je ne dis pas que la couche non jetable… Ah oui, c'est ça, ouais. Mais c'est un peu dans cet esprit, ils sont, je dis c'est des faux bio, parce que bon, la couche non jetable, au bout d'un moment, ils en ont marre. Mais dans l'idée de faire bien manger à leurs enfants, quand ils ont compris que… Dans l'alimentation et la diversification, moi, je m'épuise moins qu'avant pour donner des conseils. Ils reprennent en main l'alimentation de leurs enfants. Ils reprennent en main des choses. Redonnons aux familles leur maternité, leur paternité et la façon de surveiller leurs enfants en écoutant ce qu'ils disent. Donnons-leur du temps.
et des moyens qui existent déjà. Parce que moi, je suis pour les réseaux, je suis pour les plateformes, je suis pour tout ça. Mais on les multiplie, tous ces trucs. Est-ce qu'on va réussir à les coordonner? Et nous, les premières lignes, au secours, est-ce qu'on ne va pas être noyé sous la paperasse et tout abandonner? Parce que si on passe 3 ans à faire des papiers, eh bien, Madame Pinto, on n'aura pas passé 3 ans à écouter ce que vous disiez, et donner simplement de la bienveillance aux familles et aux enfants. Il y en a, mais on a de moins en moins de temps pour tout ça, nous en libéral. Et c'est ça qui nous manque. Voilà. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est la bonne rencontre et c'est le partenariat. Il est très important. On est débordé. C'est ça qui fait peur. Voilà, Eric. Moi, je vais devoir aller travailler parce que ma première ligne a du travail. Je vous remercie de m'avoir indiqué, de m'avoir invité, de m'avoir permis de dire un peu ce qui se passe sur le terrain. Bon courage et merci. Merci Madame Rouquette. Pour terminer notre webinaire de cet après-midi, on a beaucoup parlé de prévention, d'anticipation, de repérage. J'ai un enfant de 2 ans ou de 3 ans qui a un TND, il a un autisme, il a une déficience, il a un X fragile. Et ça sera chacune votre tour le mot de conclusion. J'attends un bébé. Je fais quoi? Je cours voir le pédopsychiatre, je vais voir vite les associations, j'appelle le réseau. Je fais quoi, Madame Pinto? J'ai un enfant, j'attends. Déjà, je pense que j'en attends un autre. Je fais quoi? Je m'inquiète pas? J'ai un diagnostic, je vais m'inquiéter. J'ai déjà mon professionnel de terrain à solliciter, je pense. Je peux toujours contacter aussi une association, mais avant tout, c'est le professionnel de terrain qui sera le plus à même à la connaissance de la famille et de la situation qu'il suit, d'évaluer la situation et d'orienter. L'association, elle arrive beaucoup, une fois qu'il y a un diagnostic ou quelque chose, une association n'est pas là pour poser un diagnostic, elle est là pour accompagner une famille. D'accord. Docteur Grossman, un mot de conclusion sur ce thème-là, enfin sur ce cas-là? Alors moi, quand je suis dans cette situation, c'est que je suis la fratrie et que, comme je disais tout à l'heure, je propose, soit les parents spontanément viennent avec le petit frère et petite sœur et me demandent de jeter un œil à son développement, soit moi, quand je les interroge, parce que l'enfant n'est pas là, parfois ils me voient venir en me disant « Non, mais… on vous l'appellera si on a des préoccupations, pour l'instant tout va bien », ou alors sont rassurés de cette proposition que je reçois de l'enfant et viennent volontiers avec le bébé qui vient de naître. Et là, je suis pas, quand il y a un tout petit de 3-4 mois, j'avoue que je suis pas forcément bien à l'aise, ou en tous les cas, j'ai pas beaucoup de points d'appel pour me dire tiens, il y a un signe d'alerte vers un trouble du neurodéveloppement. Donc, dans ces situations, je propose de les revoir. Et si j'ai des signes d'alerte qui se concrétisent, là, j'interpellerai le plus souvent le réseau de proximité. Bien entendu qu'on ne va pas tous les faire rentrer dans le gouffre de l'hôpital. On a commencé avec vous, Dr Souxi, on va terminer avec vous. Vous diriez quoi à ces parents? Alors, si effectivement la maman est enceinte et qu'elle a déjà, donc ça va dépendre un petit peu de la pathologie, puisqu'il y a certaines pathologies qui ne vont pas se renouveler. En tout cas, la prématurité n'est pas forcément héréditaire, heureusement. Par contre, effectivement, s'il y a des facteurs de risque que l'enfant qui va naître, enfin, naissant a des facteurs de risque, effectivement, donc proposer d'être inclus dans le réseau, donc de proposer effectivement d'appeler directement au réseau pour essayer de voir si c'est possible de l'inclure, mais en général, donc l'inclusion se fait plutôt en service de néonatologie, ou le signaler en tout cas à la sage-femme. Ce qui est intéressant, c'est surtout sage-femme vulnérabilité qui sont mises en place maintenant dans beaucoup de maternités, afin qu'il puisse y avoir une consultation anténatale pédiatrique, et qu'à ce moment-là, effectivement, on présente le réseau et on propose secondairement une inclusion dans le réseau. Très bien, très bien. Et écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci aux intervenantes, merci aux internautes. Vous retrouverez, puisque notre webinaire a été enregistré, donc si vous ne l'avez pas
si vous voulez le revoir ou si vous voulez en faire profiter des familles ou d'autres collègues professionnels, il sera en replay très, très prochainement sur notre site du CEAND à Montpellier. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et soyez fidèles au Centre d'Excellence, son site internet, parce que d'autres nouvelles actions et de nouveaux webinaires nous attendent. Voilà, merci encore aux intervenantes et puis à très bientôt de tous vous retrouver. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.